Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous aimeriez sans doute développer vos solos sur plusieurs grilles sans pour autant vous répéter. Également, vous voudriez que la rythmique qui vous accompagne s'enflamme et que l'intensité atteigne des sommets. Et ce faisant, raconter une histoire passionnante à travers votre improvisation et captiver votre auditoire. C'est bien beau tout ça, mais si vous voulez faire des solos aussi intéressants, il va falloir progresser sur un point crucial de l'improvisation dont on ne parle jamais, la structuration du solo. Pour y arriver, nous allons, comme d'habitude, analyser ce que jouent les grands jazzmen et leur piquer leur technique. Dans cette vidéo, nous analyserons le solo de Phil Woods sur Stolen Moments. Mais avant toute chose, générique! Jazzwomen, Jazzmen, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Aujourd'hui, nous allons apprendre à structurer nos idées pour en faire des solos cohérents et intéressants. Pour ce faire, nous allons étudier un de mes solos préférés, joué par un altiste de génie, Phil Woods. Si vous ne le connaissez pas, sachez que vous avez devant vous le direct héritier de Charlie Parker. Certes, on a aussi dit ça de Sonny Stitt ou Cannonball Adderley, mais Phil Woods peut se targuer d'avoir piqué à Bird ses idées, son sax et même sa femme, John Parker. Blague à part, j'adore cet instrumentiste, malheureusement méconnu. Il a un sens du lyrisme qui donne des frissons, son phrasé est hyper précis et riche, et son swing est à tomber par terre. Et, bien entendu, ses solos sont super bien structurés. Le meilleur exemple que j'ai pu trouver est son improvisation sur le blues mineur Stolen Moments. On l'écoute. Ça décoiffe! Pour moi, ce qui est le plus frappant dans ce solo, c'est la manière dont Phil Woods gère son intensité. Globalement, il y a deux manières de faire évoluer un solo de jazz. Soit vous faites stagner son intensité globale, soit vous la faites monter jusqu'à un climax, le point le plus intense situé vers la fin.
La première option est privilégiée par des instrumentistes de style cool comme Paul Desmond ou Chet Baker. En écoutant quelques-uns de leurs solos, vous pourrez remarquer que généralement, d'un bout à l'autre, il n'y a pas de grand changement d'intensité. Par ailleurs, ce type de solo est plutôt court et s'étend sur 1 à 2 grilles selon le tempo. Vous l'aurez compris, le solo que nous venons d'écouter appartient à la seconde catégorie. Il y a un clair contraste entre son début et sa fin. Faire grimper l'intensité de cette manière prend un temps conséquent, plusieurs minutes. Dans le cas de Phil Woods, son solo dure 7 grilles. Mais comment fait-on concrètement pour faire monter l'intensité d'un solo? Intéressons-nous à 3 stratagèmes qu'utilise Phil Woods. Avant même de parler d'harmonie ou de rythme, il est très important de mentionner comment Phil Woods gère le son qui sort de son saxophone. Pour ce faire, nous allons considérer 4 paramètres: la nuance, le timbre, le registre et le phrasé. La nuance d'abord. Woods commence son solo en oscillant entre les nuances piano et mezzo forte. Puis il va crescendo jusqu'au forte. Et il garde cette nuance jusqu'à la fin de son solo qui se fait en décrescendo sur les 4 dernières mesures. Woods va renforcer ce crescendo global en enrichissant le timbre de son alto. On en a un bon exemple vers la fin du solo. Vous voyez que c'est plus agressif, plus rocailleux. Ensuite, on peut noter que même si ces phrases restent globalement dans le registre médium de son instrument, Woods monte progressivement vers l'aigu, notamment à partir de la 4e grille. Enfin, et c'est particulièrement flagrant pour un instrumentiste comme Phil Woods, sa manière de phraser les notes se fait de moins en moins cool et détendue, elle se durcit au fur et à mesure. Cela se traduit par des articulations de plus en plus piquées et accentuées sur les éléments syncopés. Également, son placement se rapproche de plus en plus du temps et son swing devient vraiment ternaire. Pour mieux entendre ces subtilités de phrasé, je vous renvoie à mon article en description. Donc, pour résumer, en cette grille, Woods fait évoluer son son en allant crescendo sur la nuance, en enrichissant son timbre, en montant dans l'aigu et en durcissant son phrasé. Mais tous ces éléments sont au service des 2 autres stratagèmes que Phil Woods utilise dans ce solo. Continuons en parlant de la complexification de son vocabulaire harmonique. Malheureusement, ce solo n'est pas la démonstration la plus flagrante de ce phénomène, car Phil Woods commence en utilisant des outils harmoniques déjà complexes. En effet, là où on pourrait commencer avec des matériaux harmoniques simples comme la gamme pentatonique ou les notes des accords, Phil Woods utilise les modes. En fait, dans toute sa première grille, il cible les extensions d'accords, donc les 9e, 11e et 13e des accords, informations qui nous sont données par les modes. Bon, cette vidéo est déjà longue et je ne peux pas m'étendre sur le sujet, mais si vous voulez aller plus loin sur les modes et les extensions, vous pouvez les découvrir dans mon cours complet Harmonie Jazz de la théorie à l'improvisation.
Même si ce solo n'est pas le meilleur exemple de complexification harmonique, on peut remarquer que les phrases de Phil Woods s'enrichissent progressivement avec des chromatismes, au fur et à mesure qu'il emploie du vocabulaire bebop. Voici une phrase à l'intérieur de sa deuxième grille. Une autre dans sa quatrième grille. Puis la fin de la cinquième grille et le début de la sixième grille. Si vous voulez des exercices pour travailler les chromatismes, je vous renvoie à cette vidéo. Bien sûr, Phil Woods ne fait pas apparaître ces chromatismes par magie. Il les emploie pour naviguer entre les notes guides des accords qu'il joue. Et s'il y en a de plus en plus, c'est qu'il réharmonise progressivement la grille du blues mineur en y ajoutant des accords. Dans sa première grille, il joue le blues mineur basique, donc premier degré pendant 4 mesures, quatrième degré pendant 2 mesures, premier degré pendant 2 mesures, ensuite sixième degré bémol 6 plus précisément pendant une mesure, cinquième degré pendant une mesure et premier degré pendant 2 mesures. À cette grille basique, il ajoute des dominantes secondaires. Là encore, je vous renvoie à mon article en description. Pour la faire simple, les dominantes secondaires sont des accords 7 qui vont amener certains degrés de notre grille. Ici, Woods utilise le cinquième degré du quatrième degré, donc le 5 du 4. Cela correspond à Do 7 bémol 9, qu'il joue à la quatrième mesure de la grille. Il utilise également le 5 du bémol 6, cela correspond à Mi bémol 7, qu'il joue sur la huitième mesure. Et enfin, il utilise le cinquième degré. Bon, je l'ai rangé dans cette catégorie, mais ce n'est pas une dominante secondaire. Le cinquième degré de la tonalité, c'est la dominante primaire. Cela correspond à l'accord Sol 7 bémol 9 qu'il joue à la 12e mesure. Enfin, en plus de rajouter tous ces accords, Phil Woods va jouer out. Donc il va employer d'autres outils harmoniques que ceux de base pour faire entendre des notes étrangères qui vont tendre l'harmonie. Voici un exemple au début de la sixième grille. Et il va notamment jouer out en utilisant des modes sophistiqués comme le mode diminué demi-tonton. Pour résumer, Phil Woods part de la grille du blues mineur de base et y ajoute des accords, des chromatismes et des modes sophistiqués pour jouer out. Comme vous pouvez l'entendre, cela a un effet énorme sur l'intensité du solo. Mais le troisième paramètre est encore plus déterminant. Phil Woods va jouer avec la densité de ses phrases. Alors, qu'est-ce que j'entends par densité ? En fait, cela désigne le nombre de notes et de phrases à l'intérieur d'une grille. Plus ce nombre est grand, plus le solo est intense et tendu. Vous l'avez sans doute remarqué, mais au fur et à mesure que les grilles passent, Phil Woods joue de plus en plus de phrases avec de plus en plus de notes à l'intérieur. Il y parvient en mettant en place deux stratagèmes. Premièrement, en utilisant des débits plus rapides, et deuxièmement, en visant des carrures plus restreintes. En effet, l'évolution la plus flagrante de ce solo se fait au niveau du rythme. Woods débute le solo avec de longues tenues, avec des blanches et même des triolets de noir. Puis, il poursuit en introduisant des croches. Enfin, il termine en utilisant principalement des doubles croches, voire des sextolets. Cette escalade dans les débits amène d'ailleurs la rythmique à doubler le tempo dans les deux dernières grilles, ce qui crée un climax d'intensité. En plus d'utiliser des débits plus rapides, Phil Woods va jouer plus de phrases à l'intérieur des grilles. Il y parvient en visant des carrures de moins en moins larges, comme un étau qui se resserrerait. Regardez donc au début du solo la deuxième grille.
Ces phrases durent 4 mesures chacune. Elles correspondent à la structure du blues mineur. Et voici maintenant la dernière grille. Par rapport au tempo originel 2 fois moins rapide, ces phrases ne durent maintenant plus que 2 mesures, voire une seule. Donc, Phil Woods va progressivement multiplier le nombre de phrases dans ses grilles en les jouant plus courtes et en utilisant des débits plus rapides. Il rend ainsi son jeu plus dense, ce qui influe sur l'intensité du solo. Résumons. Pour structurer son solo, Phil Woods joue de plus en plus fort, avec un timbre qui s'enrichit, de plus en plus aigu et un phrasé qui se durcit. Également, il complexifie son vocabulaire harmonique en ajoutant des accords à la grille et en utilisant des chromatismes. Enfin, il densifie son jeu en visant des carrures plus courtes et en jouant des débits plus rapides. Maintenant que nous avons fini d'analyser, c'est à vous de jouer. Même si vous n'avez pas autant de vocabulaire sous les doigts qu'une légende comme Phil Woods, vous pouvez quand même pratiquer ces stratégies. Pour ce faire, prenez des feuilles de papier et dessinez-y au moins 4 grilles de blues comme ceci. En plus des accords, nous allons y inscrire des consignes d'improvisation. Sur la première grille, vous allez inscrire une nuance piano, une intensité plutôt détendue et un registre global médium, voire grave. Dessinez des lignes qui vont représenter vos phrases et notamment leur longueur. Au départ, nous allons viser des carrures de 4 mesures. Pour la deuxième grille, dessinez un crescendo progressif jusqu'à la troisième grille qui va être mezzo forte. Faites apparaître des croches et sélectionnez une carrure de 4 mesures que vous allez diviser en 2. Vous y jouerez ainsi 2 phrases. Ajoutez également une dominante secondaire parmi celles que je vous ai citées. Troisième grille, même chose, crescendo jusqu'à un forte sur la quatrième grille. Montez progressivement dans l'aigu. Ajoutez une dominante en plus et divisez encore une carrure de 4 mesures. Enfin, pour la quatrième grille, si vous le pouvez, utilisez des doubles croches. Divisez encore les carrures, rajoutez un accord, durcissez le phrasé, jouez dans l'aigu, etc., etc., etc. Pratiquez cet exercice et dites-moi si cela vous aide en commentaire. Cette vidéo vous a plu? Mettez un pouce bleu pour qu'elle soit mieux référencée. Si vous voulez voir plus de contenu de ce type, abonnez-vous à la chaîne. Et pour me soutenir, partagez cette vidéo au plus grand nombre. A bientôt sur jazzcomposer.fr.